Et si on parlait un peu de princesse, de contes de fées, de prince charmant? Et quoi de mieux pour ça que d'aborder un film légendaire s'il en est, La Belle au bois dormant. Et je sens déjà que capillairement parlant, cette vidéo va être une masterclass. Voilà. Bref, entre personnages emblématiques, révolution visuelle et controverse, il y a des choses à dire. Et je vais tenter d'aborder tous ces points avec tantôt un peu de légèreté et tantôt un peu de sérieux quand même. Du coup, c'est parti. Le film sort en 1959. Il est le 20e long métrage d'animation de l'histoire du cinéma, et il aura fallu quasiment une décennie de développement pour qu'il voie le jour. Le budget est pharaonique pour l'époque, 6 millions de dollars, soit le double de Cendrillon sorti quelques années auparavant. Mais Walt a une ambition toute particulière avec ce film. Pour lui, c'est à l'époque la pierre angulaire de son œuvre, et pour ça il ne lésinera pas sur les moyens. C'est simple, chaque plan du film est une composition unique, où chaque détail compte. Les décors sont illustrés par Hayvin Hurl, qui s'inspire des enluminures des très riches heures du duc de Berry, qui va aussi piocher dans les peintures du début de la Renaissance et dans l'architecture gothique afin d'accentuer le pessimisme du métrage. Le film est d'une beauté visuelle absolue, où l'harmonie de chaque élément vient confirmer les ambitions d'un homme bien décidé à se surpasser, Monsieur Walt Disney. Pour rendre justice à ces images, il opte pour un format pellicule en 70 mm, qui permet au cadre d'épouser à merveille la composition visuelle qui prend de ce fait tout son sens. Malheureusement, on ne pourra retrouver le format original qu'à partir de 2008 sur l'édition DVD et Blu-ray éditée par Disney. Tous les supports physiques du film avant ça seront rencadrés en 4/3 plein écran. Ce format particulier est additionné à la caméra multiplane, un système inventé par les studios Disney et qui consiste à superposer les éléments d'une animation les uns derrière les autres, afin d'accentuer la profondeur de champ, préciser l'éclairage, et gagner en précision et en fluidité durant l'animation. Et c'est une réussite totale. L'animation est très réaliste, mais surtout sensationnelle. La scène du dragon est encore un exemple du genre, tant tout ce qui fait sa composition est parfait. Pas besoin de mettre de mots sur ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Ça a de la gueule quoi. L'équipe du pôle animation se sert d'images en prise de vue réelle, tournées avant la conception des personnages, afin justement d'accentuer ce réalisme. Vous l'aurez compris, il y a un vrai parti pris artistique derrière La Belle au bois dormant. Malheureusement, cette ambition aurait eu raison de son succès commercial. Le film n'entrera pas dans ses frais, parce que les gens à cette époque n'adhèrent plus trop aux contes de fées. Walt en aura conscience et réduira les coûts pour les prochaines productions, puis préférera concentrer son énergie sur l'élaboration de ses parcs à thème. La Belle au bois dormant signe donc la fin d'une ère artistique. Le film est unique, il est visuellement aux antipodes de ses prédécesseurs. Mais son récit, lui, très simpliste, en prendra le chemin. Ça n'empêche pas qu'il raconte quelque chose, mais il le fait surtout visuellement, et à travers un pessimisme graphique assez dingue pour un conte de fées Disney. Les couleurs sont très sombres, lugubres, voire agressives. Voici les teintes dominantes, et vous pouvez constater que c'est pas très féerique. On a une dominance de vert, de violet et de noir pour le personnage de Maléfique, mais c'est l'antagoniste, c'est cohérent. Le truc c'est qu'on voit très peu le personnage de Maléfique à l'écran, et pourtant elle est omniprésente à travers les teintes qui la définissent. Le violet, le vert, le noir, on retrouve une de ces trois couleurs à chaque plan, tout simplement parce qu'elle s'est installé dans l'esprit de tous, et c'est ce qui crée cette atmosphère très pesante. Et cet aspect visuel très lugubre est accentué par la forme géométrique des décors. C'est acéré, angulaire, métallique, à l'image de Maléfique, très froide, le trait forcé et perçant. La seule impression de bonhomie, elle transparaît à travers les trois fées. Les couleurs sont vives, les courbes arrondies, accueillantes. On y reconnaît la bienveillance dès le premier coup d'œil. Aurore, elle, est à part. Elle est le rayon de soleil de cet univers lugubre, comme son nom l'indique. On a donc un récit assez dark, un style graphique hyper oppressant, bien que somptueux, et une musique mélancolique, inspirée par Tchaïkovski, qui est connu pour composer des choses assez contrastées, avec des instruments graves qui respirent pas forcément toujours la joie. Tout ça, on le met au service de personnages qui sont bien définis, bien rangés dans des cases à l'époque de la sortie du film. Aurore c'est l'innocence, Philippe c'est le courage, et Maléfique c'est le mal. Mais on n'est plus en 1959, et les rôles sont redistribués. Aujourd'hui on fait preuve de plus de nuances, et cette vision de l'œuvre ancrée dans notre présent va susciter pas mal de controverses. La Belle au bois dormant, c'est l'histoire d'une princesse prise au piège par un maléfice qui la fait entrer dans un sommeil éternel que seul un baiser d'amour peut libérer. L'histoire s'inspire du conte de Charles Perrault, édité en 1697, qui lui-même s'inspire d'un conte appelé Soleil, Lune et Thalie de Giambattista Basile, qui raconte relativement la même chose, mais pas du tout avec le même parti pris. Dans ce conte, une jeune fille, une jeune princesse, a également subi un maléfice et tombe dans un sommeil profond, qui est dû cette fois-ci, non pas à une pique là, je me rappelle toujours pas du nom, mais à une écharde de lin qui se bloque dans son doigt. Donc ça fait déjà hyper mal, donc déjà tu vois, déjà ça fait chier déjà. Et donc elle tombe dans un sommeil profond, elle reste là pendant des années, le château devient abandonné qu'elle est toujours là, tu vois. Et un jour, un roi voisin qui est en train de chasser dans la forêt, décide d'entrer dans ce château, d'y visiter les pièces, et tombe sur cette jeune princesse. Et quand il tombe sur elle, il va faire quelque chose que l'auteur décrit comme la porter sur un lit, où il cueillit les doux fruits de l'amour,
avant de s'en aller. En gros, il viole une mineure endormie et il se casse. Conte de fées, hein. 9 mois plus tard, la princesse est toujours endormie, mais donne naissance à 2 enfants. Un des 2 gamins, visiblement très lucide, lui suce le doigt et retire l'écharde qu'elle avait coincée dedans, quoi. Donc là, la princesse se réveille et elle tombe sur les 2 mioches, quoi. Et sur tout ce qui est attrait à un accouchement, enfin bref, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. À ce moment-là, le gars il revient, sans savoir qu'elle est réveillée, donc je vous laisse deviner pourquoi il revient, enfin c'est immonde. Et il tombe sur la gamine réveillée et sur les bébés qu'il décide de nommer Soleil et Lune. Parce qu'en plus il fait de la poésie, cette espèce de gros bâtard. Donc là il se rend compte qu'il a des gamins et il promet à la princesse de revenir. Sauf que le roi, il est marié. Et sa femme, elle a capté que c'était un espèce de gros porc, tu vois. Mais le souci c'est que sa femme, la reine, elle est aussi folle que lui. Elle décide de faire venir la jeune princesse au château avec ses enfants. Elle lui tend un piège, lui enlève ses bébés et décide de les tuer, de les cuisiner pour les servir au roi afin de se venger. Sauf qu'à ce moment-là, le cuistot, lui, il a un peu pitié, tu vois, c'est des bébés, quoi. Donc il veut pas cuisiner des bébés, tu vois. Le gars, quand il est sorti de l'école de cuisine, il s'est pas dit c'est pour cuisiner des bébés. Donc le gars dit non, je vais pas faire ça. Je vous jure que je n'invente rien, là. La reine décide également, en plus de tout ça, de faire brûler la jeune princesse, sauf que le roi s'en rend compte, donc en fait, le gars est vénère, donc en fait, il sauve la princesse et il fout la reine à la place sur le bûcher, et à partir de là, la princesse épouse le roi et vivra heureuse avec un psychopathe jusqu'à la fin de sa vie. Sans aucun traumatisme, bien sûr, de tout ce qui s'est passé, hein, voilà. Donc voilà à partir de quoi est née La Belle au Bois dormant. En sachant que la morale de ce conte ignoble, c'est « À qui a de la chance, le bien vient en dormant ». Je vous laisse méditer là-dessus. Dans La Belle au Bois dormant, on a donc affaire à une version très édulcorée du véritable conte. Là, la princesse reçoit seulement un bisou. Mais ce bisou, il a fait du bruit récemment. Parce que, ouais, c'est pas un bisou consenti. Certes, la princesse rencontre le prince savant, tombe amoureuse de lui, et vice-versa. Et vous allez me dire, c'est bien. Il y a un contexte, c'est pas un inconnu. Mais le souci, c'est que cette rencontre dans les bois a été rajoutée par les scénaristes pour simplement étoffer le développement du prince, pas pour justifier le bisou. Donc à la base, ça aurait dû juste être un inconnu qui l'embrasse sans qu'elle ait son mot à dire. Et en plus, en tombant amoureuse du gars. Donc ça sous-entend que faire le choix d'embrasser sans le consentement de l'autre, c'est bénéfique. Et ça, effectivement, c'est pas normal. Maintenant, moi je suis pas pour interdire ou cacher les trucs, tu vois. Si tu commences à cacher ce qui est mal, tu peux plus expliquer pourquoi c'est mal. Et à partir de là, tu fermes le dialogue. Donc, vous pouvez montrer La Belle au Bois dormant à vos enfants, ça reste votre choix. Mais à la fin du film, expliquez-leur pourquoi ce geste et l'utopie qui en découle n'est pas normal. Parce que le problème dans ce genre de conte, ça n'est pas que le comportement du prince, c'est aussi le développement de la princesse. C'est les années 50, donc on met en scène l'idéal féminin de l'époque, qui accepte tout ce qu'on lui impose sans rien dire et avec le sourire. Et ça choque personne dans le film. La seule qui essaye d'éloigner Aurore d'un destin qu'elle ne contrôlera pas, c'est Maléfique. Et c'est là où j'aimerais vous exposer ma théorie, et si Maléfique était le protagoniste de La Belle au Bois dormant. On sait que c'est ce qu'elle est dans le film du même nom, sorti en 2013 avec Angelina Jolie, mais peut-être que c'est ce qu'elle est également dans cette version. Dès la naissance d'Aurore, son destin n'est plus entre ses mains. Elle est condamnée à une vie qu'elle ne choisira pas. Maléfique, femme forte et indépendante, fait donc le choix de lui jeter un sort. Mieux vaut une vie endormie qu'une vie que l'on subit. C'est un peu radical, je sais, mais il y a quand même plein d'éléments qui vont dans ce sens. Quand le prince Gouja se rend chez Aurore pour pas que enfiler des perles, je suppose, Maléfique est là pour le cueillir. Elle lui dit non mon gars, t'iras tremper ton biscuit ailleurs. Et elle fait de lui son prisonnier. Puis l'autre prénom d'Aurore, c'est Rose. Et quand le prince parvient à s'échapper et se dirige vers le château où il va réveiller Rose, donc Aurore, et la ramener de ce fait vers un destin qu'elle ne contrôlera pas, où elle n'aura pas son mot à dire, où elle devra subir sa condition, Maléfique balance des épines partout. Et qu'est-ce qui protège une rose? Ses épines. Donc Maléfique est la protectrice de Rose. / Aurore. Non, ça va trop loin. Bon ça va trop loin alors, tant pis. Quoi qu'il en soit, La Belle au Bois dormant est un film fascinant par bien des aspects, qui appartient à son époque et qui mérite qu'on débatte dessus. Visuellement, il est toujours aussi bluffant. Il est un maître du genre. Un des plus beaux films d'animation jamais fait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je demande bien sûr le respect le plus total dans la section commentaires. On peut en débattre, bien évidemment, mais sans insulter les autres, et sans prononcer des mots qui pourraient nuire à nos mamans. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt sur Réservoir Vlog.